Alors, je vais introduire notre premier orateur, Jean-Michel Salansky, que la plupart d'entre vous connaissent parfaitement bien. Je vais donc être relativement bref. Bon, il est très difficile de situer Jean-Michel Salansky en termes de catégorie philosophique, puisqu'il apparaît un petit peu partout, de la phénoménologie à la philosophie analytique, la philosophie du langage à la philosophie des mathématiques, de l'épistémologie, etc. et j'en passe. Je pense que ce qu'il est le plus intéressant de souligner, sans doute, c'est plutôt sa fidélité à un certain nombre d'auteurs. On peut mentionner en particulier Jean-François Lyotard, on peut même mentionner des plus anciens, du type Kant. On peut noter dans son œuvre une fidélité à Kant très récurrente, mais incontestablement, c'est à Lévinas que son adhésion et son cœur et son logos vont. Je recommande en particulier sa série des Lévinas vivants, dont on va parler du troisième opus tout à l'heure à Ombre Blanche. Et je lui cède la parole pour une conférence intitulée « Lévinas et l'anti-représentationalisme ». Merci. Donc, merci pour le colloque et pour l'introduction. Et j'entre immédiatement dans mon propos. J'explique mon titre. Je repère dans la philosophie française contemporaine une orientation anti-représentationnaliste. Alors, pour vous en convaincre, je vous donne quelques illustrations. D'abord, il y a la célébration convergente par la plupart des philosophes de l'art contemporain dans ce qu'il a de massivement non figuratif. Deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui a été très important, au moins à l'origine de la philosophie française du XXe siècle, et qui est l'admiration pour la manière dont la science avait mis en défaut les modalités admises de la représentation. Et ici, c'est principalement des théories de la relativité et de la première mécanique quantique qu'il s'agissait. Et c'est une célébration qui est reprise par la philosophie française contemporaine au cours du XXe siècle. Troisièmement, et on entre dans les affaires sérieuses, il y a l'adhésion tendancielle de toute la philosophie française du XXe à la critique heideggerienne de la figure moderne de l'être de l'étang. Et vous savez que la figure moderne de l'être de l'étang, c'est celle qui voit tout étant comme objet représenté par et pour une conscience. Donc, dans cette formule de l'étang, il y a la représentation. Et enfin, je citerai aussi comme quelque chose de tout à fait significatif la critique pardeleuse d'indifférence et répétition d'une philosophie du sens commun en général, mais plus spécialement de l'autorité du couple concept-représentation, qui est ce qu'il s'agit de dépasser pour sortir de cette philosophie de sens commun. Donc mon but est de me demander si Emmanuel Lévinas a participé d'une manière ou d'une autre à ce courant, et à vrai dire, il y a des textes qui pourraient donner à le penser, qui pourraient le suggérer. En fait, pour des raisons de temps, je vais me limiter à commenter les écrits de Lévinas sur l'esthétique. Dans le texte écrit, j'avais aussi une partie portant sur les aspects ontologico-épistémologiques, disons les choses comme ça, mais je n'aurai pas le temps de vous en parler. Éventuellement, je pourrais vous donner un bref éclairage sur cet autre aspect du problème si une question m'est posée à ce sujet. Ça, c'était mon introduction. Maintenant, j'entre dans ma première partie, et dans ma première partie, ce que je voudrais faire simplement, c'est vous proposer deux outils que j'ai trouvés dans mon atelier et dont j'ai pensé qu'ils pourraient servir à la discussion d'aujourd'hui. Le premier de ces outils, c'est une caractérisation de la représentation que j'ai donné dans Herméneutique et cognition, un ouvrage paru en 2003. Et dans cet ouvrage, en fait, il y a un chapitre qui s'appelle le thème représentationnel, dans lequel je réfléchis sur la fonction de la notion de représentation dans les recherches cognitives contemporaines, mais non seulement il s'agit des sciences cognitives, mais aussi de la tradition herméneutique, et en fait, je commente aussi Les mots et les choses de Michel Foucault dans le même chapitre. Donc la vue sur la représentation à partir de laquelle je propose ces quatre traits caractéristiques de la représentation est tout de même relativement large. Donc je dégage, je viens de vous le dire, mais donc je le répète, je dégage quatre caractéristiques de la représentation.
Le premier, c'est le trait qu'on peut appeler Vorstellung, Darstellung. Donc, en parlant allemand pour l'occasion, hein, comme vous savez qu'on est souvent obligé de parler allemand, en particulier tous les bébés, à 18 mois, sont obligés d'apprendre le Fort da pour parler allemand. Donc la Vorstellung, Darstellung, représentation, présentation. Voilà. Donc un premier trait caractéristique de la représentation, c'est que la représentation s'oppose à la présentation. Il y a eu une présentation et la représentation la reprend, la redouble, la réfléchit. Un deuxième trait caractéristique de la représentation, c'est le renvoi. C'est-à-dire que la représentation, elle renvoie à un représenté, et d'une manière générale, ce représenté est à trouver dans un réseau de la représentation. C'est-à-dire que ce représenté est souvent lui-même une représentation. Donc le trait du renvoi, c'est le trait suivant lequel la représentation renvoie le plus typiquement à une autre représentation dans un réseau de la représentation. Troisième trait, mimesis. Cette fois-ci on parle grec, comme, oui, mais les Allemands nous demandent de parler grec, c'est lié, hein, ces deux choses-là. La représentation, dans son rapport à la présentation, est supposée refléter la présentation ou bien lui ressembler, et c'est ce que veut dire le mot grec mimesis. Donc il y a cette idée qu'une représentation, ce serait une reprise ressemblante d'une présentation. Et enfin, le quatrième trait, c'est le trait d'auto-affection, qui est notoire dans la tradition phénoménologique, hein, et il est lié à la représentation. On considère que toute représentation enveloppe une auto-affection. Une expression française qui signale ça assez clairement, c'est l'expression « je me représente que ». Quand vous voulez expliciter votre représentation, vous pouvez dire « je me représente que ». Et c'est une façon de marquer l'auto-affection qui correspond à votre représentation. Dans toute représentation, la connaissance ou la pensée s'affecte elle-même. C'est ça la dimension de l'auto-affection. Donc ça, c'était mon premier outil, hein, les 4 traits. 1. Vorstellung, Darstellung. 2. Renvoi. 3. Mimesis. 4. Auto-affection. Deuxième outil, les 3 types de littérature. Ça, c'est quelque chose que je propose dans Partage du sens. Dans un chapitre consacré à la littérature, je distingue 3 types de littérature qui correspondent à 3 modes d'essentialisation ou de finalisation du langage. Un premier type de littérature, ce serait la littérature de la monstration. Ça consiste à prendre le langage comme ce qui nous donne le monde par la voie de l'intentionnalité, dit-on dans la tradition phénoménologique. Ou encore, si vous ne voulez pas parler le langage de la phénoménologie, vous allez dire que le langage découpe le monde d'une certaine manière. Il nous donne accès au monde en découpant dans le monde les unités significatives. Donc ça, c'est une fonction. On peut voir le langage complètement sous cet angle-là. On peut dire, par exemple, que la philosophie du langage analytique, fondamentalement, voit le langage comme ça. Et la structure dite de la logique des prédicats du premier ordre, c'est une manière de mettre en vedette ce qui, dans le langage, assure cette découpe du monde. Alors, comment on fait une littérature avec ça? Cette littérature que j'appelle littérature de la monstration, c'est une littérature qui exploite les fonctions intentionnelles du langage, la manière dont le langage se rapporte au monde, mais qui l'exploite dans une orientation radicale, c'est-à-dire pour aller jusqu'au fait ou à la chose singulière, ou au processus singulier ou à l'événement singulier. Et il y a un paradoxe parce que dans le langage, les unités expressives dont nous disposons généralement sont générales. Typiquement, les noms communs sont généraux. Chat, maison, il n'y a rien de singulier là-dedans, c'est un type à chaque fois. Mais la littérature, éventuellement, va faire jouer ce mode général de l'intentionnalité qu'il y a dans le langage, en le composant avec lui-même, jusqu'à arriver à faire le portrait d'une chose singulière, ou d'un processus singulier, ou d'un événement singulier. Et donc la littérature est supposée nous mettre devant la factualité singulière, le quod de quelque chose, et nous faire atteindre à une sorte d'émerveillement devant le mystère de ce quelque chose qui se montre ou de ce quelque chose qui s'est produit. Dans Partage du sens, je prends 2 exemples à vrai dire, mais je vous cite uniquement le second, auquel je suis attaché, qui est un petit poème de Verlaine qui s'appelle La Velleda, et qu'on peut lire au moins, parce que j'explique qu'il y a 2 manières de le lire, qu'on peut lire au moins comme ne faisant pas autre chose que de nous présenter un petit jardin avec une statue en son fond.
Deuxième type de littérature, la littérature du combat avec le langage. Ça, c'est une littérature qui prend le langage au niveau de la couche d'être des entités linguistiques. Et là, on prend la leçon du structuralisme linguistique, selon laquelle les unités linguistiques sont d'essence différentielle, chacune vaut par son opposition à toutes les autres. Hein. Selon l'exemple classique de Saussure, craindre vaut dans son opposition à avoir peur d'eux ou redouter, chaise vaut dans son opposition avec fauteuil, canapé, etc. Donc il y a une essence différentielle, mais aussi une essence répétitive, parce que les unités sont faites pour se répéter, et enfin structurale, parce que tout ça renvoie à un système des places, et enfin conventionnel, parce que ce système est conventionnel, il y a une convention partagée, c'est ça qu'est une langue. Alors la littérature du combat avec le langage, elle va essayer de transgresser ces règles structurales, d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en les transgressant, elle montre encore plus la puissance du structural et de la conventionnalité, parce qu'à peine les règles ont-elles été transgressées que les expressions qui sont proposées, les expressions transgressives qui sont proposées, valent immédiatement comme une nouvelle unité de base de la convention, d'une nouvelle convention. Donc le langage est tellement indexé sur cette conventionnalité structurale que même quand je la dépasse, je la confirme. Alors, mon exemple préféré ici n'est pas un exemple artistiquement extraordinairement notoire, mais il est quand même très commode. C'est une pièce de Jean Tardieu qui s'appelle « Un mot pour un autre ». Et le jeu de cette pièce, c'est que le lexique est chamboulé. Du début à la fin de la pièce, les acteurs utilisent des mots qui ne sont pas les mots normaux, mais ça fait convention, et assez vite on comprend tout. Je me souviens que ça commence par « Comment êtes-vous bardé ?» Et on comprend assez vite que bardé correspond à entrer. Hein. Donc il y a beaucoup d'autres exemples éventuellement plus significatifs, mais on voit bien à l'œuvre cette façon de transgresser la règle du langage, mais en la transgressant, on la restitue. Alors, cette dimension de combat avec le langage, Jean-François Lyotard, il voyait l'essence de l'art authentique. L'art authentique, pour lui, était toujours un combat avec la convention du matériau de l'art considéré. Donc, pour la littérature, c'était le langage, mais pour l'art pictural, c'était un combat avec le matériau pictural et les règles de la représentation picturale. Pour la musique, c'est avec le matériau sonore, les règles de la représentation sonore. Donc, il voyait l'essence de l'art dans cette dimension-là. Donc on a une deuxième littérature, la littérature du combat avec le langage. Et enfin une troisième littérature, qui est ce que j'appelle la littérature tournée vers l'état-analyse. Alors ça m'obligerait à vous redéfinir l'état-analyse, je ne vais pas le faire, je vais être allusif. C'est une littérature qui, cette fois-ci, prend le langage au niveau de l'adresse. C'est une littérature qui considère que le langage, c'est ce avec quoi nous nous interpellons les uns les autres. Le langage, c'est ce à travers quoi nous nous sollicitons les uns les autres. Et alors, le fait majeur du langage, pour cette nouvelle littérature, c'est le dégagement de normativité. Dans le langage, on partage une normativité. Et on peut distinguer trois niveaux de ce partage de la normativité. Il y a un premier niveau qui est tout simple, qui est la normativité de la découpe du monde, que j'ai déjà évoqué quand j'ai évoqué le premier type de littérature. C'est-à-dire qu'il y a une conventionnalité du langage qui est normative et qui fait que certaines expressions linguistiques désignent certaines régions du monde ou certaines choses du monde. Alors, je vais prendre un exemple littéraire. J'ai pris l'exemple littéraire le plus bateau, celui que tous les philosophes prennent, mais l'avantage de ça, c'est que ça nous aide à nous comprendre, et puis on est beaucoup à connaître ce dont il s'agit. Donc, je prends Proust, et en fait, je prends un amour de Swann. Hein. Et donc, la jalousie, le mot jalousie, il y a une normativité qui fait que s'associe au mot jalousie une certaine dimension d'expérience humaine. Donc ça, c'est la normativité de rang 1. Les expressions désignent des choses conventionnelles, et donc il y a une norme de cette désignation. La normativité de rang 2, c'est celle qui envisage des scénarios types de l'existence faisant intervenir les entités normativement désignées au niveau 1. Typiquement, il y a des scénarios de la jalousie. Et la littérature fait ça très volontiers. Très volontiers, la littérature
dégage des scénariotypes de l'existence et nous les donne à reconnaître. Je prends un exemple dont je ne me souviens plus s'il est littéralement dans Un amour de Swann, je crois que oui, mais même s'il ne l'est pas, ça n'a pas d'importance. Un scénario-type de la jalousie, c'est la personne dont on est jaloux, c'est-à-dire celle qu'on aime et dont on redoute qu'elle vous trompe. Eh bien, cette personne, on décide pour une soirée de ne pas la voir, de se protéger de sa propre jalousie et de son propre amour, en suivant tout l'itinéraire de la soirée sans la voir. Et puis à un moment, c'est pas possible, on se met en quête de cette personne plus tard, et on la cherche jalousement. Voilà un scénario type de la jalousie. La littérature peut avoir pour fonction, elle a très régulièrement comme fonction de dégager ces scénariotypes et de nous les donner à reconnaître. Et alors, il y a un troisième niveau qui consiste à rattacher des scénariotypes à des grands commandements orientant la vie, ce que j'appelle des mots qui sont porteurs d'un appel de sens, c'est-à-dire qui organisent des partages, qui organisent entre les humains le partage d'un effort pour satisfaire un appel qu'il y a dans ces mots, des mots que j'appelle des sollicitants. Et le partage de l'effort pour satisfaire un appel de ce genre-là, c'est un ethos dans le langage de l'éthanalyse. Donc le troisième niveau, ce serait de rattacher les scénariotypes à un sollicitant et à un ethos. Et typiquement, dans le cas de Proust, on peut dire que les scénariotypes de la jalousie sont rattachés à l'ethos de l'amour. C'est-à-dire, c'est comme si l'amour, parmi ce qu'il nous commandait, il nous commandait la jalousie. On peut voir ça comme un aspect de la vision de l'amour dégagée par Proust, et qui serait elle-même normative au sens de l'éthos. Donc ça, ce serait le troisième type de littérature. C'est une littérature orientée vers la normativité, mais allant jusqu'à l'éthos. Voilà mes deux outils. Alors maintenant, j'aborde un commentaire donc, des œuvres esthétiques, de certaines œuvres esthétiques de Lévinas. En fait, je vais commenter trois textes. La réalité et son ombre, le passage sur l'exotisme dans De l'existence à l'existant, et l'introduction au recueil L'au-delà du verset. Alors, dans un premier temps, l'introduction au recueil L'au-delà du verset, ça concerne spécifiquement la littérature. Donc ma première partie, c'est-à-dire celle que j'appelle grand 2, parce que la première, l'introduction s'appelait 0, porte uniquement sur la réalité et son ombre et l'exotisme, c'est-à-dire je réserve la littérature pour la section suivante. Alors, dans ces deux textes, la réalité et son ombre et l'exotisme, on constate que Lévinas relativise l'art. Il est dans un environnement intellectuel et philosophique où, comme il le dit lui-même, l'art est pris comme synonyme de vie spirituelle, c'est-à-dire que l'art est la plus haute valeur, et on a l'impression, à lire les philosophies françaises du XXe, et notamment celles que Lévinas voit autour de lui, qu'il est clair pour tout le monde que l'art est la plus haute affaire de toute vie humaine. Et donc, un aspect essentiel de ce que Lévinas veut faire, c'est relativiser cette prévalence accordée à l'art. Alors, dans l'exotisme et dans réalité et son ombre, finalement, on sent que c'est à peu près la même chose qui est dite, mais ça n'est pas dit tout à fait de la même manière. Dans l'exotisme, ce que souligne Lévinas, c'est que l'art arrache le sensible au monde, et ce que ça veut dire, c'est que le sensible arraché au monde par l'art n'est plus ni expression de la subjectivité, ni intentionnalité visant le monde. Donc on arrive à un sensible suspendu. Et dans la réalité, c'est la même chose. On arrive aussi à un sensible suspendu, mais l'analyse décrit l'émergence de ce sensible suspendu à partir d'une auto-caricature du réel. C'est-à-dire que le réel, dans sa phénoménalité, se caricature lui-même. Le phénomène du réel présente des ressemblances avec lui-même qui nous détournent justement de l'intentionnalité vers une chose qui serait au-delà des phénomènes. Cette ressemblance, elle prévaut et elle nous capture. Cette ressemblance interne du sensible. Et de nouveau, dans ce sensible se représentant et se caricaturant, échappant à toute vérité,
se décalant de lui-même dans des versions qui n'ont souci d'aucune vérité. Ce sensible, de nouveau, c'est un sensible suspendu, et il va nous captiver en tant que tel. Alors il y a un thème qui intervient dans cette double théorie du sensible suspendu, c'est le thème de la musicalité. Et Lévinas va parler de la musicalité de tout sensible. Ça signifie deux choses, si on le lit, si j'ai bien compris. Hein. D'une part, le son, pour lui, est exemplaire de ce sensible suspendu. Le son, c'est quelque chose qui n'est accroché à aucune chose, et donc c'est du sensible qui est, en quelque sorte, centré sur lui-même. Donc le musical est comme l'archétype de ce sensible suspendu. Mais il y a autre chose, c'est que le régime du rythme traverse tout l'art, et le rythme, analysé par Lévinas, qu'est-ce que c'est? C'est justement cette faculté du sensible de se polariser sur sa ressemblance avec lui-même, de nous ouvrir à des circuits de lui-même, des cycles internes à lui-même, des cycles du sensible. Et ça, c'est la musicalité de tout sensible artistique, finalement, et pas simplement du musical proprement dit. Quel est le retentissement auprès de la subjectivité de ce sensible suspendu? Il y a deux descriptions. Hein. Dans l'exotisme, mais je pense qu'il faut prendre les deux textes comme complémentaires. Il s'agit de la même chose, mais c'est deux descriptions parfaitement complémentaires. Dans l'exotisme, ce que dit Lévinas, c'est que ce qui s'attache à ce sensible suspendu dans l'art, un sujet qui fait partie de sa propre représentation, c'est-à-dire qui s'abîme dans son affect et sa représentation. Ou encore, autre formulation, c'est une âme mise au dehors. Dans notre rapport au sensible artistique, c'est comme s'il y avait une extériorité de l'intime. Donc ça, c'est la première. Alors la participation, ça renvoie, si vous voulez, à ce que Lévinas dit sur Lévi-Brûle. Hein. C'est la tendance de la subjectivité à s'immerger dans quelque chose. Alors ça pourrait être s'immerger dans l'Iliade, si on prend le début de Totalité infinie. Hein. Ça peut être s'immerger dans la solidarité mythique, dans la critique de Lévi-Brûle que propose Lévinas. Mais là, vous voyez, Lévinas décrit le rapport de la subjectivité à ce sensible suspendu sur ce mode de la participation en ce sens-là, au sens où c'est une immersion, et une perte donc de soi aussi. Et dans la réalité et son ombre, ce que souligne plutôt Lévinas, c'est que ce sensible suspendu perturbe la temporalité, et en fait tue la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a perte dans le sensible suspendu de l'ouverture de toute situation sur un futur et un projet, hein, qui est typique des situations humaines sont toujours ouvertes sur un dépassement dans le projet, dirait Sartre. Hein. Cette chose-là est perdue dans le sensible suspendu. Hein. Et donc, on arrive dans ce que Lévinas appelle le destin. Hein, et il prend une série d'exemples. Il prend par exemple l'exemple du sourire de la Joconde. Pour toujours, il y a ce mystérieux sourire de la Joconde qui ne débouche sur aucun avenir. Et on est amené à entrer à nouveau dans le destin étrange de ce sourire, qui est un destin sans avenir. À chaque fois que le tableau est contemplé par une personne. Je vais prendre un autre exemple, parce qu'il est plus proche de mon cœur. Si vous lisez le Rouge et le Noir, et chaque fois que vous relisez le Rouge et le Noir, ou que vous voyez le film Le Rouge et le Noir, pour toujours, à chaque fois, c'est exaspérant, Julien Sorel sacrifie ses fiançailles avec Mathilde de La Mole. Ça sera toujours comme ça. Vous n'aurez pas de... Sauf, éventuellement, un téléfilm outrancier pourrait changer les choses. Comme, vous savez, il y a eu une version de Monte Cristo, un téléfilm, qui a complètement perturbé la fin. Bon. Je fais cette parenthèse. Donc voilà le type de subjectivité qui correspond à ce sensible suspendu dans l'analyse de Lévinas. Et du coup, on a ce résultat surprenant que la fonction de la critique, et la critique est toujours dévalorisée dans les évaluations philosophico-théoriques de l'art en France au XXe. On dit toujours que les critiques, c'est ceux qui ne sont pas capables d'être des artistes, et donc ils sont les petits nains ridicules par rapport aux géants de l'art. À tout un inverse, chez Lévinas, le critique, c'est celui qui reverse la chose artistique dans les significations humaines et les projets humains. Et on comprend, une fois qu'on a
compris, ce sort de la subjectivité face au sensible de l'art. Alors, y a-t-il représentation dans cet art décrit soit par l'hérédité et son ombre, soit par l'exotisme? J'ai utilisé mes 4 traits. Le premier trait, Vorstellung, Darstellung, vous vous rappelez l'allemand, il n'est pas vraiment attesté parce que, en fait, avec ce sensible suspendu, ce que décrit Lévinas à chaque fois, c'est une présentation qui supplante toute représentation. Ce qui s'impose dans ce sensible suspendu, c'est une présentation et il n'y a plus ce décalage et ce redoublement de la représentation. Le point 2, celui du renvoi, il est altéré également parce qu'il y a bien un renvoi qui est un renvoi interne au sensible, donc interne à la présentation. Mais il n'y a plus le renvoi de la représentation à elle-même dans un réseau de la représentation. Le grand 3, celui de la mimésis, il est altéré aussi, parce qu'il y a bien une ressemblance, mais elle est interne au sensible. Ce n'est pas la ressemblance de la représentation à l'égard de la présentation, c'est une ressemblance de la présentation à l'égard d'elle-même. Et enfin, le grand 4 est déconstruit, parce que l'auto-affection, elle est mise en extériorité. C'est plus je me représente que, c'est mon intimité est extériorisée dans le sensible suspendu. Je m'immerge dans le sensible suspendu. Donc, ce qui resterait de phénoménologique et de l'ordre de l'auto-affection, c'est renvoyé en extériorité dans le sensible lui-même. C'est comme si l'auto-affection était absorbée par le sensible. Donc, vous voyez que ce qu'on peut considérer, ce qui est considéré en général comme une critique d'une certaine dimension de la chose esthétique, ce n'est pas une critique de la représentation chez Lévinas, tout au contraire. C'est une critique de quelque chose qui tue la représentation. Troisième section, Lévinas et la littérature. Donc cette fois-ci, ce dont je vous parle, c'est d'un développement positif sur la littérature qu'on trouve dans l'introduction au recueil L'au-delà du verset. Alors je vous reconstitue le message de ce texte. Le point de départ que prend Lévinas, c'est une parole pré-littéraire et prophétique. Cette parole, Lévinas nous dit qu'elle résonne d'emblée comme à interpréter. Donc au fond, c'est le langage que nous échangeons, c'est un langage de paroles adressées, de transmission. Mais en fait, ce langage que nous échangeons, que nous adressons les uns aux autres, il a la faculté prophétique en lui, c'est-à-dire qu'il peut à tout instant résonner comme à interpréter. Et cette parole pré-littéraire et prophétique, Lévinas dit dans une formulation saisissante qu'elle est déjà écriture d'un livre. Donc la perspective de Lévinas, c'est qu'on peut imaginer l'accumulation de cette parole résonnant comme prophétique déjà à interpréter, l'accumulation dans un livre. Et les exemples que donne alors Lévinas de ces livres, ça va être des livres qui sont les livres des littératures nationales. Et il énumère un certain nombre d'auteurs, où on reconnaît souvent les auteurs qui donnent son nom aux instituts représentant les nations à l'étranger. Vous avez Dante, Shakespeare, Molière, Goethe, Cervantes et Pouchkine. Alors, ce qui me frappe, c'est que chacun de ces auteurs, il est extraordinairement significatif de sa nation, c'est sûr. Donc, par exemple, pour Goethe, Shakespeare et Cervantes, en tout cas, c'est le nom des instituts nationaux. Mais en plus, je pense que c'est des exemples de ce que j'appelle littérature océanique. C'est des romans, c'est des œuvres océaniques. C'est-à-dire, c'est des œuvres dont on a l'impression qu'elles ont une telle ampleur que c'est comme si virtuellement elles captaient toute l'expérience humaine. Alors, je crois qu'avec Dante, le titre La Divine Comédie dit plus ou moins cela déjà. Avec Shakespeare et Molière, je pense que peu de gens le contesteraient. Chacun de ces auteurs, si on regarde l'ensemble de leurs œuvres théâtrales, par exemple, ça balaye un peu tout le champ de la vie humaine. Goethe, c'est tout à fait du même ordre, avec en plus un caractère polygraphe, des œuvres de type varié. Et pour Cervantes et Pouchkine, je ne sais pas. Le cas qui me paraît le plus bizarre, c'est Pouchkine, parce que d'après ce que m'avait dit Anna Yampolskaya ici même, Pouchkine, c'est des petites œuvres, ça, de loin, ça me semblerait quelque chose de plus localisé, mais en même temps, ça doit être la même chose, d'une façon qui m'échappe et que je ne connais pas. Et sur Cervantes, je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de recueil de la parole prélittéraire prophétique
dans des livres qui seraient des œuvres océaniques, au sens où je viens de le dire. Et Lévinas dit que cette littérature accomplit l'anthropologie de l'humain, que dans cette littérature, c'est comme si l'homme s'humanisait. Et il ajoute que la philosophie du langage a négligé le livre comme palier de l'anthropologie de l'humain. La philosophie du langage, en général, elle essaye de saisir toute l'expérience humaine à travers le langage, à partir de la remarque que le langage est l'instrument et le lieu largement de tout ce que nous faisons. Mais les philosophies du langage classique sont soit centrées sur le lexique, soit, comme la philosophie analytique contemporaine, centrée sur la proposition ou la phrase. Mais ce que Lévinas souligne, c'est qu'il y a un autre palier, encore bien au-dessus de la phrase, qui est le palier du livre. Et cette anthropologie de l'humain, elle se produit au palier du livre. Et on a le roman océanique ou l'œuvre océanique qui en serait l'exemple typique. Alors, très clairement, dans tout ce développement sur la littérature, qui est donc un développement positif, on sent, et Lévinas ne s'en cache pas, ça s'appelle l'au-delà du verset, c'est l'introduction à un recueil de leçons talmudiques, on sent que Lévinas a le modèle juif en tête. Et effectivement, il y a un roman océanique dans la tradition juive, qui est la Torah. Et il y a une spécificité du cas juif qu'on peut très facilement expliciter. Premièrement, le roman océanique de base, la Torah, c'est le récit de l'histoire du peuple directement, ce qui ne serait évidemment pas le cas des exemples de littérature nationale que j'ai pris auparavant. Et deuxièmement, et on sera amené à insister là-dessus, la couche des commentaires est en un certain sens incluse dans cette œuvre. Évidemment, vous pouvez considérer la Torah à part, mais il y a aussi un ensemble qui est l'ensemble des sources traditionnelles juives, où il va falloir prendre la Torah avec le Midrash, avec le Talmud. Donc c'est les deux spécificités. Alors on peut se demander maintenant, la littérature, selon cette figure positive de l'œuvre océanique, recueillant la parole prélittéraire prophétique et réalisant l'anthropologie de l'humain, est-elle représentation? Je mobilise à nouveau mes 4 traits. Je pense que le premier trait, le trait Darstellung, Vorstellung, il est là, parce que les œuvres océaniques, elles reprennent et redoublent les faits et gestes de l'humanité. Dans ces œuvres océaniques, on retrouve les faits et gestes de l'humanité. Le trait numéro 3 de la mimésis, il est aussi présent, parce que si dans ces œuvres on retrouve les faits et gestes de l'humanité, si c'est une représentation qui reprend et redouble cette présentation des faits et gestes de l'humanité, c'est bien parce que dans cette représentation, il y a une ressemblance qui s'accomplit. Et le trait numéro 2, le trait qui est le trait du renvoi, je crois qu'effectivement, c'est clair que dans toute œuvre océanique de ce type, il y a des renvois internes qui font partie de l'architecture de l'œuvre océanique. Alors, je m'appuierai sur Foucault, en l'occurrence, parce qu'il se trouve qu'il parle de Don Quichotte dans Les mots et les choses, et il insiste beaucoup sur le fait que dans Don Quichotte, toute la seconde partie reprend la première partie. Parce que dans la seconde partie, Don Quichotte retraverse tous les épisodes par lesquels il est passé, et qu'il interprétait mythiquement comme des épisodes de chevalerie. Et il les reconsidère d'une seconde manière. Donc vous avez un renvoi interne. Mais je pense que dans toute grande littérature de cet espace, le renvoi interne est tout à fait constitutif de la trame représentative des œuvres océaniques que j'ai en tête. Citons le cas juif, où à ce moment-là, si nous envisageons la Torah avec les autres sources traditionnelles, par exemple, le Talmud renvoie à la Torah, et en plus, non seulement il renvoie à la Torah, mais il renvoie à des renvois internes à la Torah. Si je pense aux procédures de la Xerashava ou du Hekesh, c'est des renvois du Talmud à la Torah qui renvoient à un renvoi dans la Torah. Et le trait maintenant numéro 4, c'est le trait de l'auto-affection. Alors, où est l'auto-affection? Alors, l'auto-affection, évidemment, elle va être dans la façon dont un destinataire, au bout de la chaîne, va recevoir l'œuvre océanique. Alors, comment on peut comprendre cette façon dont le destinataire, au bout de la chaîne,
reçoit l'œuvre océanique. D'abord, vous pouvez la comprendre, je dirais, sur le modèle protestant suggéré par Ricoeur dans ses œuvres. Et à ce moment-là, vous direz que le lecteur, en bout de piste, il reçoit l'œuvre, il reçoit le monde de l'œuvre, et il en fait une parole personnelle pour lui. C'est-à-dire qu'il va extraire de l'œuvre une parole à la mesure de son existence personnelle. Donc ça, c'est une façon de comprendre la réception de l'œuvre océanique. Je reçois l'œuvre océanique, je lis le rouge et le noir, et je vais traduire ma lecture du rouge et du noir dans une parole personnelle que je vais éprouver. Et au fond, le sens de la littérature, c'est d'aboutir à ce sentiment que j'ai au moment où je traduis l'œuvre pour moi. Ou alors, vous pouvez avoir ce qui me semble être, je dirais, la version juive de ça, qui est l'idée que la Torah est prise dans l'ensemble traditionnel avec le Midrash et le Talmud, et au fond, chaque lecteur apporte une interprétation, et chacune de ces interprétations personnelles est nécessaire dans la vérité globale de la tradition. C'est-à-dire, l'œuvre de vérité qu'accomplit la tradition dans son courant indéfini et infini, elle incorpore en droit la contribution de chaque leçon personnelle. Et ça serait une autre version de l'auto-affection. Donc, il me semble que cette littérature, telle que décrite au début de l'au-delà du verset, elle est éminemment représentative au sens des 4 traits de la représentation que j'ai évoqués. Alors maintenant, je voudrais discuter cette littérature du point de vue de mon modèle des 3 littératures. Et ça m'amènera un peu à revenir en arrière. D'abord, on peut confronter avec le modèle de la littérature de la monstration. Et on peut être tenté de reconnaître dans le modèle de la littérature de la monstration le modèle du sensible suspendu, c'est-à-dire le modèle de l'art non littéraire, mais incorporant le littéraire dans le texte de la réalité et son ombre, qu'on trouve chez Lévinas. En fait, je pense que c'est différent, parce que le sensible suspendu, il est avant toute intentionnalité. Lévinas voit très bien la radicalité de l'art contemporain, et il voit que dans l'art contemporain, il y a le projet de nous offrir du sensible suspendu avant toute intentionnalité, c'est-à-dire avant toute visée et toute découpe du monde. Tandis que ce que j'ai appelé la littérature de monstration, c'est encore l'œuvre de l'intentionnalité. Simplement, on fait travailler l'intentionnalité dans sa généralité technique pour la faire aboutir à la visée du singulier. Donc je pense que c'est différent. Le sensible suspendu de Lévinas n'est pas ce que j'appelle la littérature de la monstration. La figure positive de la littérature selon l'au-delà du verset, on est tenté de la rapprocher de ce que j'ai appelé la littérature tournée vers l'étanalyse. Effectivement, la Torah fournit de la normativité de niveau 2. Très volontiers, justement, les versets qui seront évoqués dans le Talmud épingleront des scénarios typiques de l'existence humaine. Et au fond, que fait le Talmud sinon rattacher ces épisodes, ces descriptions typiques de l'existence humaine qu'on trouve dans la Torah, les rattacher au droit juif, c'est-à-dire à l'élaboration traditionnelle de ce qui est un sollicitant au sens de l'étanalyse, le sollicitant juif. Alors, ce que j'explique dans Partage du sens, c'est que parmi ces mots qui commandent un partage du sens, c'est-à-dire qui commandent chez l'humanité un effort pour leur satisfaire, pour répondre à l'appel de ces mots, il y a le sollicitant juif. Et dans le cas du sollicitant juif, les commandements en lesquels s'explicite le sollicitant, c'est pris en charge traditionnellement par les sages du Talmud. Et c'est la loi juive, tout simplement. Et donc on a un cas où, effectivement, la littérature, les normativités de rang 2 vont être reversées dans la normativité de rang 3, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la loi juive. On peut souligner encore 2 choses à ce sujet, c'est que cette conversion des scénarios typiques de l'existence qu'on peut trouver dans la Torah vers la loi juive, d'un côté ça tourne vers le futur de l'activité humaine, parce que la loi c'est le droit juif, c'est-à-dire c'est des contenus juridiques, et les contenus juridiques ils sont tournés vers le futur de la pratique humaine. Toute mesure de droit concerne par principe la pratique future des sujets. Donc par rapport à la figure du destin que soulignait Lévinas, on est clairement reversé dans le futur. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un autre niveau, c'est que
Le travail que fait le Talmud aussi, à chaque fois, il est une clarification de la pensée pour elle-même. C'est-à-dire que dans cette reprise de l'épisode littéraire, il y a aussi l'occasion pour des concepts de se clarifier. Et je pense que qu'il y a là-dedans une valeur de l'intelligence et de l'intelligibilité qui est une partie essentielle de ce travail talmudique. Mais évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que, et bon, c'est ce que je dis dans Partage du sens, c'est que c'est jamais clair qu'on puisse accéder à tout ça vraiment dans la littérature. Que dans la littérature elle-même, tous ces suppléments ne sont pas donnés. Et donc le cas talmudique, par exemple, on pourrait prendre aussi le cas du Midrash, c'est le cas où il y a un supplément qui est à la fois juridique, intellectuel, scientifico-philosophique, et qui est à la fois distinct. Ce n'est plus la littérature elle-même, mais c'est indéchirablement lié à cette littérature. Donc c'est un peu comme si on avait des œuvres littéraires qui faisaient le lien avec leur critique. Et Lévinas, dans La réalité et son ombre, remarque qu'il y a une intellectualisation de l'art contemporain, et il la comprend peut-être comme une tentative de la part de l'art d'incorporer sa critique. Donc c'est comme si l'art contemporain suivait, sans le savoir, la même voie que la voie talmudique. Mais en même temps, je pense que c'est très important de distinguer, de voir que pour avoir ces dimensions de l'ouverture sur le futur et de l'accès à des suppléments d'intelligibilité, peut-être qu'on peut s'appuyer sur le littéraire, mais il faut aussi sortir du littéraire. Enfin, dernière remarque sur le combat avec le langage. Lévinas ne parle pas de la littérature comme combat avec le langage. Maintenant, on pourrait envisager de rattacher à ce thème de la littérature combat avec le langage ce que Lévinas dit de Blanchot. Vous savez que, parlant de Blanchot, Blanchot comprend la littérature blanchotienne comme quelque chose qui nous prive d'un monde habitable et qui nous envoie vers le désert. Et une fois qu'on est dans le désert, eh ben, il n'y a plus que le surgissement éthique à attendre. Donc ça devient une interprétation positive de cet art blanchotien. Et en quoi consiste cet art blanchotien? Il consiste à reconduire la littérature à l'écriture pure, à l'écriture en tant que telle. Et peut-être que reconduire la littérature à l'écriture, ça peut être compris comme une modalité de la littérature combat avec le langage. Donc de cette façon-là, on aurait une valorisation de la littérature combat avec le langage, mais explicitement, Lévinas ne l'envisage pas. Donc vous voyez ma conclusion, c'est que lorsqu'il y a une critique de l'art du sensible suspendu chez Lévinas, mais ce n'est pas une critique de la représentation, au contraire, c'est une critique de la démolition de la représentation. Et inversement, il y a une figure positive de la littérature, mais elle est en accord avec la représentation. Donc sur ce dossier-là, la conclusion serait que Lévinas ne participe pas du tout de l'anti-représentationnalisme. Et j'ai fini. J'ai débordé beaucoup. On avait commencé un peu en retard, donc débordé un peu, seulement un peu. On ouvre une séance de questions. Oui. Essaye de parler fort pour voir si on t'entend, sinon oui. on joue avec le micro. Oui, je voulais. Merci beaucoup pour cet exposé très instructif. Et simplement, quelque chose me frappe dans l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, c'est justement la façon dont il redéfinit constamment des mots. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que lui-même mène une sorte de combat avec le langage? Alors, évidemment, on peut appeler ça combat avec le langage, mais je pense que c'est une autre modalité, parce que ça, c'est la modalité traditionnelle de la philosophie. Donc, une des choses que font le plus constamment les philosophes depuis le début, c'est redéfinir un certain nombre de mots. Et chacun les redéfinit, à la fois parce qu'il estime qu'il faut cerner une intelligibilité et que dans la réception du mot, il y a quelque chose de confus, et deuxièmement, aussi, c'est au service d'une stratégie philosophique, à chaque fois. Donc on a des tas d'exemples de ça. Et souvent, quand il y a un thème qui sort à l'agrégation, comme la réflexion, la représentation, la métaphysique, l'existence, la première chose que fait n'importe quel enseignant, c'est qu'il énumère les définitions qui ont été données au fil de l'histoire de la philosophie. Donc ça, c'est la mission traditionnelle de la philosophie, ça porte sur le lexique,
Et c'est un réaménagement du lexique, à la fois pour améliorer l'intelligibilité partagée et au service d'une stratégie d'exposition. Et je crois que Lévinas, sur ce point, il fait ce que font les autres, il est dans la tradition. Et le combat avec le langage, c'est le combat avec les règles structurales. Donc c'est plus les règles de la syntaxe. Alors évidemment, ça peut dans le cas de Tardieu, ça tombe sur le lexique. Mais c'est le lexique envisagé dans tout son déploiement combinatoire et plus de ces questions de figure de l'intelligibilité. Donc moi, je ferai quand même la distinction. Oui. Oui, je voudrais parler justement toute la conception du rôle de l'artiste que Lévinas met en question. Et bon là, je suis à côté de François, donc je prends mes précautions à côté de David parce que je pense que là, il est très proche de Blanchot. C'est-à-dire la mise en cause de la vision traditionnelle de l'artiste comme celui qui est chargé de représenter le monde précisément et qui détient en fait, qui voit plus loin, hein, qui sent plus loin, hein, par ses sens particulièrement développés aussi. Et Lévinas met en cause, hein, c'est la critique. Il dit l'art n'est pas une connaissance, hein, donc il est complètement du côté du sensible. Lévinas met très fortement en cause cette conception un peu romantique de l'artiste, comme un génie qui vient nous dévoiler le secret des choses parce qu'il voit plus loin. Et donc, d'où en fait, enfin c'est comme ça que je comprends les choses, hein, en fait sa prédilection pour l'art moderne, l'art qui n'est pas, enfin justement que les formes de l'art qui ne sont pas destinées à représenter le réel. Et en fait, la couleur vaut pour elle-même, le son vaut pour lui-même. Bon, ça c'est dans l'exotisme, hein, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas fait mes devoirs de vacances et je n'ai pas tout relu. Et donc je voudrais si tu peux donner des précisions, parce que voilà, peut-être que c'est un point de vue qui est quand même moins présent dans ton exposé, et j'aimerais savoir ce que tu as à en dire. Oui, bon, d'abord, je converge avec toi sur ce que tu rappelles. Hein, dans la réalité sans nombre, ça démarre là-dessus. Et donc, l'idée que l'art est la vie spirituelle, que c'est le plus haut accomplissement de la vie humaine, une des manières de le formuler, c'est de dire ça. C'est de dire l'artiste nous révèle le fond des choses. Et ça correspond grosso modo à la poésie symboliste, on pourrait dire. Donc l'art est connaissance. Et donc Lévinas a montré que, en fait, l'art n'est pas du tout ça. Je pense qu'on ne peut pas néanmoins en conclure que dans ce que l'art est et qui n'est pas du tout ça, c'est-à-dire dans sa façon de mettre en avant du sensible suspendu, on ne peut pas soutenir que, je ne pense pas qu'on puisse soutenir que Lévinas positive purement et simplement ça. En réalité, dans la réalité et son ombre, il décrit cette modalité qui est plus véritablement celle de l'art, et il ne la positive pas. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne la négative pas non plus radicalement. Il décrit bien cet élément de figement et de perte de l'ouverture de la situation humaine qui, au niveau de cette description, a l'air d'être purement négative. Mais maintenant, il y a deux manières pour lui de sauver cet art. Il y en a une que j'ai évoquée, qui est d'ajouter la critique. Et à ce moment-là, si on ajoute la critique, l'art n'est plus juste ce figement. Il est en fait une discussion. C'est comme si l'art était l'ouverture d'une discussion. Donc ça, c'est une des choses qu'on voit dans la réalité son ombre. Et l'autre, il dit, on peut aussi, ça fournit de l'évasion. Il dit, ce sensible suspendu, c'est une manière de s'évader de tout. Et ça, c'est quelque chose que les êtres humains peuvent souhaiter pour leur bonheur et leur plaisir, simplement. Et donc Lévinas dit à ce moment-là, on peut admettre cette valeur de l'art, elle est inéliminable, l'humanité aura toujours besoin de cette modalité de l'évasion, mais on n'est pas obligé de faire tout le tabac de la spiritualité de l'art. En gros, c'est ça. Donc voilà comment je restituerai sa position.
pense qu'il est temps, sauf s'il y a une question qui ne peut pas attendre, il est temps de passer à la conférence d'après.